Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver sur les antennes d'Azur TV. Une heure d'information consacrée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec au sommaire ce soir la fin du télétravail. Elle est annoncée pour le 9 juin prochain. Reportage dans les Alpes-Maritimes. Nous verrons que les salariés ont pris leurs habitudes, que les patrons ont hâte de retrouver leurs employés, que pas mal d'enseignements ont été tirés de cette crise sanitaire. La polémique du moment dans les Bouches-du-Rhône oppose la Métropole ex-Marseille et l'association Emmaüs, association de soutien qui est restée hier à la porte de la déchetterie pour une histoire de taxe sur les ordures. Nous vous expliquerons tout ça dans cette édition. Et puis, comment améliorer la vie étudiante? Cette question, nous la poserons au recteur délégué à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation pour la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, Philippe Dulbecco, qui sera avec nous sur ce plateau. Mais d'abord, pour commencer, ce grand direct, cette nouvelle qui vient de tomber, c'est la fin pour la compagnie des petits. L'entreprise d'habillement qui habillait les enfants jusqu'à 12 ans était dans le dur depuis plusieurs mois, plusieurs audiences au tribunal de commerce. Et finalement, le tribunal de commerce de Marseille qui a tranché sur les 213 salariés, eh bien, un certain nombre, 172 très exactement, vont perdre leur emploi. Seuls 41 vont être repris par deux entreprises qui vont récupérer une partie de l'activité de l'entreprise qui était née au Pen Mirabeau dans les Bouches-du-Rhône. C'est un feuilleton que nous suivions depuis plusieurs mois maintenant. C'est donc un coup dur pour l'économie et pour les salariés concernés. Nous vous donnerons évidemment plus d'informations demain auprès des salariés concernés puisque nous irons sur le site de l'entreprise, donc au Pen Mirabeau. Je vous le disais en titre, la fin du télétravail se profile. La ministre du Travail souhaite qu'elle soit effective pour le 9 juin prochain. Le 100% télétravail, libre aux entreprises ensuite de voir avec leurs salariés, aux entreprises privées, combien de jours par semaine ils pourront télétravailler. Dans le public, Elisabeth Borne souhaite que ce soit 3 jours par semaine maximum. Claudia Olivier est donc allée à la rencontre des entreprises et des salariés dans les Alpes-Maritimes pour prendre la température. Paulina travaille pour une start-up niçoise, mais depuis plus d'1 an, elle n'a pas remis les pieds dans son entreprise. Pour cette employée, télétravailler représente de nombreux avantages. On apprend aussi à être, on est livré à nous-mêmes, donc on apprend à gérer notre emploi du temps et nos activités, nos missions tout seul, même si on a quand même un accompagnement, que ce soit avec nos collègues ou nos responsables par téléphone, on est quand même assez autonome et indépendant, donc ça a été pas mal. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, souhaite la fin du 100% télétravail à partir du 9 juin. Rythme adapté, moins de pression ou encore gain de temps et d'argent. Paulina souhaite que le retour au bureau se déroule progressivement. Pour moi, c'est en tout cas comme passerelle pour sortir de ce confinement et de ce 100% télétravail. Je trouve que c'est vraiment la meilleure chose à faire de pallier les deux. Et ensuite, espérons qu'un jour, bientôt, on reprenne le présentiel à 100%. Les entreprises privées auront la possibilité de déterminer le nombre de jours adaptés de télétravail pour leurs employés. Mais pour le fondateur de la start-up, le retour au présentiel est primordial. On avait besoin vraiment d'avoir la cohésion de groupe, que tout le monde soit présent, parce que chaque fois qu'on lançait une nouvelle chose, on se concertait un peu tous, on faisait un tour de table et on s'adaptait pour pouvoir proposer la meilleure chose possible. Donc on avait besoin de l'avis de tout le monde et voilà pourquoi je m'orientais plutôt vers du physique et pas du télétravail. Pour Honoré Guetti, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la mise en place du télétravail a permis de faire émerger une nouvelle manière de travailler. Le grand avantage qu'on va en retirer, c'est qu'il y a de nombreux endroits. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on peut travailler partout. On se rend compte que l'important, c'est qu'il y ait la fibre. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir enfin peut-être avoir au niveau du territoire, une revitalisation du territoire, parce que le télétravail est possible partout. Un projet de protocole sanitaire est en discussion jusqu'au 31 mai. Gestes barrières, port du masque, distanciation sociale seront toujours obligatoires. Les pots entre salariés seront également réautorisés sous certaines conditions.
Toujours au chapitre économique, la date des soldes d'été a été reculée d'une semaine. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Info confirmée par l'Élysée. Des soldes d'été qui vont passer du 23 au 30 juin. Une décision, vous allez le voir, qui divise en tout cas les commerçants du centre-ville de Toulon. Marion Colangelo. Cela fait tout juste une semaine que les commerces ont rouvert leurs portes dans cette rue toulonnaise. Mais les soldes sont dans toutes les bouches. Trop peu de temps pour faire du chiffre. Valérie pense donc que les décaler d'une semaine est une bonne décision. Moi je pense qu'il faudrait même le faire parce que c'est vrai qu'avec une fermeture d'1 mois et demi ça serait nécessaire. Il faudrait écouler tout à fait et il nous faudra un petit peu de temps pour nous remettre un peu dans le bain et puis effectivement oui ça fait un peu tôt quand même début juillet les soldes. Pour un peu se remettre sur pied je pense et puis attaquer les soldes oui, avec une semaine de décalage ça serait vraiment bien ouais, je pense. S'ils sont nombreux à partager l'avis de Valérie, d'autres eux sont plus mitigés. C'est le cas juste en face dans ce magasin de maroquinerie. La gérante Marie ne pense pas que cela soit nécessaire. Je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Je pense que nos clients, les consommateurs en soi vont rechercher les prix. Donc est-ce qu'ils ne vont pas attendre d'acheter les soldes ? Donc, est-ce que vraiment ça vaut le coup de les repousser ? Moi, j'en suis pas sûre. De toute façon, moi, je commence déjà à faire des promotions par rapport à la fête des mères. Je vais le faire pour la fête des pères. Et le but, c'est de faire revenir les clients et pas de les faire attendre, en fait. Donc, voilà. D'autant que pour ce qui concerne les stocks, l'État est venu en aide au commerce. On a eu une aide de l'État pour nos stocks. Et je pense que du coup, il faut aussi jouer le jeu pour nos clients. Une décision qui divise donc. Au lieu du 23 juin, les soldes d'été débuteront le 30 juin prochain. La polémique à présent à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône oppose l'association Emmaüs, l'association caritative Emmaüs et la métropole. Cette dernière souhaite faire payer une taxe sur les déchets que dépose Emmaüs à la déchetterie. L'association est même restée à la porte de la déchetterie hier. Les explications sont signées Manon Mjika. C'est la polémique du jour. La communauté Emmaüs de la Pointe-Rouge se voit refuser l'accès aux déchetteries. Le camion part d'ici à 9h, il arrive à 10h sur la plateforme et là on lui signifie que le tonnage a été dépassé pour l'année et que maintenant il fallait s'acquitter de la taxe. Une taxe estimée entre 30 et 40 000 euros, colossale pour l'association qui, depuis sa création, a toujours bénéficié d'une gratuité. Emmaüs refuse de payer chaque année les 250 tonnes de déchets ultimes, c'est-à-dire les dons de particuliers qui sont abîmés et non recyclables. Elle renvoie la balle à la métropole qui a voté en faveur de cet affranchissement, jugé absurde. Les filières de recyclage ne sont pas mises en place. Nous avons des problématiques sur le plastique, la porcelaine, vaisselle, où il n'y a aucune filière, ce qui représente un tonnage de 47% de nos déchets. Ces filières-là, nous, on ne peut pas les inventer. Si la métropole ne règle pas le problème ou travaille sur les filières, on ne peut pas le faire seul, quoi. C'est leur boulot, c'est à eux de mettre en place des choses. La mairie de Marseille n'a pas tardé à réagir. Benoît Payan se dit scandalisé et affiche son soutien à la communauté Emmaüs. Moi, je demande à la métropole de ne surtout plus les taxer, de ne pas les taxer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des gens qui nous aident à moins polluer, à trier. Ce sont des gens qui fabriquent de la solidarité. C'est quand même l'histoire de la BPR, cette histoire-là. C'est quand même la solidarité avec les plus humbles, avec les plus pauvres. Et la seule chose que trouve à faire Martine Vassal, c'est de les taxer. Sous le feu des critiques depuis hier, la métropole n'a pas donné suite à nos multiples sollicitations. Questionnée à ce sujet alors qu'elle était invitée chez nos confrères de France Bleu Provence, Martine Vassal indique. Il y a des règles et des lois. Nous allons essayer de convaincre Emmaüs de trier en amont parce que c'est important aussi que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour trier les déchets. Je suis sûre qu'un terrain d'entente sera trouvé la semaine prochaine. La semaine prochaine, car une réunion est prévue pour tenter de trouver une issue à ce bras de fer. Autour de la table, la direction d'Emmaüs, la ville de Marseille et Roland Giberti, vice-président de la métropole en charge de la gestion des déchets.
Voilà, la présidente de la métropole Aix-Marseille, qui est aussi la présidente du département des Bouches-du-Rhône. Avec cette annonce faite ce matin, les plus de 18 ans peuvent dès aujourd'hui se faire vacciner dans les centres prévus à cet effet, les centres départementaux, avec quelques jours d'avance donc sur la vaccination des plus de 18 ans qui va débuter dès le 31 mai prochain. Sachez par ailleurs que vous pouvez prendre rendez-vous d'ores et déjà, et ce partout dans notre région, pour vous faire vacciner si vous avez plus de 18 ans. Les rendez-vous sont ouverts depuis aujourd'hui. Sur le front de la Covid-19, donc, nous y restons, puisque nous prenons maintenant la direction de l'hôpital d'Antibes pour comprendre comment l'établissement a tiré certains enseignements après cette année de combat contre la maladie. Les soins ont pu évoluer et vous allez le voir grâce à ce reportage d'Alexis Ricard. Nous sommes dans le service de réanimation de l'hôpital d'Antibes. Un secteur essentiel dans la lutte contre le Covid. Pourtant, après plus d'1 an de crise, les techniques de prise en charge ont évolué. Le diagnostic précoce de la maladie, par exemple, a permis de diminuer la mortalité à 15%. Ce qui nous a permis de diminuer la mortalité, c'est surtout le début de la prise en charge, c'est les diagnostics précoces. Au-delà de tout matériel, c'est les dépistages. Les patients, ils avaient déjà un diagnostic, ils avaient déjà une prise en charge par les médecins généralistes, ils commençaient déjà les traitements ciblés et on a pu retarder l'arrivée dans les services de réanimation. Face à la saturation du service, du personnel du privé, des intérims, mais aussi la réserve sanitaire sont venus prêter main forte. Les corticoïdes servent dans les formes graves de la maladie et le recours au décubitus ventral améliore aussi la respiration des patients. Le profil de ces derniers a également évolué, davantage de jeunes jusqu'à 22 ans et de moins en moins de personnes âgées avec des comorbidités grâce à la vaccination. Ce qui a changé la vaccination, c'est que les patients les plus âgés, avec plus de comorbidités, ils ne sont plus arrivés dans les services de réanimation. S'ils ont fait des formes de Covid, ils ont fait des formes légères à modérées. Et pour vous dire, on a eu une enquête flash il y a 4 semaines à peu près dans toute la région. Sur tous les services de réanimation, il y avait très peu de patients vaccinés dans les services de réanimation. Début d'année 2021, des patients jeunes qui, pour certains, avaient vraiment aucune comorbidité. Après, ce qui restait surtout, c'était le surpoids. On avait pas mal de patients en surpoids ou diabétiques, mais on a pu voir certains patients jeunes et sans aucun antécédent, contrairement à ce qu'on avait pu voir avant. Mais la réa demeure réservée aux cas les plus graves. Ainsi, un service de soins intensifs a également été mis sur pied. Au moment de la 3e vague, quand il y avait énormément de patients, on était devenu ce qu'on appelait un SICO, un secteur de soins intensifs, et on gardait des patients jeunes considérés comme réanimatoires qui avaient besoin d'oxygénothérapie à haut débit avec une machine qu'on met sous le nez qui s'appelle l'Optiflow, qui avant était seulement en réanimation, et on a dû s'équiper de ces machines. Le traitement du Covid a évolué depuis mars 2020 et l'apport de la kinésithérapie a permis de réduire les séquelles respiratoires et cardiovasculaires. Alors la première chose à faire quand ils arrivent, c'est essayer de recréer de la capacité respiratoire. Le Covid est une maladie très inflammatoire et donc il y a une perte des volumes qui fait une détresse respiratoire chez les patients. Donc moi, mon travail, ça va être de retrouver tous ces volumes en étant en sécurité, sans déclencher de toux, sans majorer l'inflammation, et d'éduquer le patient à faire des exercices respiratoires régulièrement pour éviter que les fibroses s'installent, parce que c'est ce qui gêne après à distance au moment du Covid. Sur l'ensemble de la crise Covid, le centre hospitalier d'Antibes a traité plus de 1100 patients. Allez, nous allons nous intéresser maintenant à l'intelligence artificielle et à son application sur la gestion du trafic. Pour cela, on reste dans les Alpes-Maritimes et on voit tout cela avec Stéphanie Mossman. Une dizaine d'écrans de surveillance pour plus de 110 caméras fixes réparties sur les 1750 km de route gérés par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Bienvenue au Centre d'information et de gestion du trafic, le CIGT. Désormais, le centre utilise l'intelligence artificielle pour analyser ces images de vidéosurveillance. Le principe est simple. Un film est une succession d'images, de photos qui passent en accéléré. L'intelligence artificielle analyse chaque image successivement et détecte des objets.
Ici, on lui demande principalement de détecter des véhicules, des voitures, des camions, des vélos ou des motos par exemple. Vous le voyez ici par exemple, on a un camion garé. Donc le logiciel nous détecte un camion, truck en anglais. Parmi les objectifs, obtenir des données, comme du comptage de véhicules par exemple. Un système permettant d'estimer les niveaux de trafic sur les infrastructures. Un outil essentiel à la gestion des réseaux routiers existants et au dimensionnement des réseaux futurs. Là, par exemple, j'ai défini 2 lignes de comptage. Typiquement, on a une voie dans chaque sens. Et donc, on a un système qui vient compter les véhicules dans un sens, puis dans l'autre. Ce qui nous permet de savoir concrètement, par exemple, sur ce tunnel, sur une période de temps donnée, combien de véhicules, mais aussi quel type de véhicules passent sur nos infrastructures. Forcément, si on a un fort trafic poids lourd, ce n'est pas pareil que si on a un fort trafic véhicule léger pour l'état et l'usure de nos routes. Les données relevées sur les routes du Conseil départemental, territoire d'expérimentation, sont utilisées dans le cadre du projet Open Data des trafics, un projet piloté par la Fabrique des mobilités, financé par le plan de relance et dont les ingénieurs travaillent pour l'entreprise The Walking Nerds. Aujourd'hui, typiquement, on a besoin de données de comptage et de mobilité pour être en mesure de dimensionner les projets d'infrastructure et les projets urbains de demain. Concrètement, quand on dimensionne un grand centre commercial, une gare ou une autoroute, on a besoin de données de comptage pour faire des projections et des prévisions. Et donc effectivement, ces données sont la matière initiale pour derrière pouvoir travailler sur l'amélioration du trafic routier et la diminution des nuisances. C'est une perspective, mais disons un peu plus lointaine. L'innovation est en tout cas en route pour un trafic plus fluide et plus sûr. De quoi répondre aux nombreux enjeux de la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Et il est temps d'accueillir sur ce plateau le premier invité de ce grand direct et il sera question d'enseignement supérieur. Bonsoir Philippe Dubléco, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation dans la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a l'habitude de parler d'académie d'Aix-Marseille et d'académie de Nice pour le Var et les Alpes-Maritimes quand on parle de l'école primaire au lycée. Vous agissez vraiment sur toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va évoquer certains sujets avec vous, Parcoursup, puisque les premiers résultats sont publiés, enfin les premières réponses sont communiquées en ce moment même sur le site. On va parler évidemment de la Covid-19 et des enseignements que vous en avez tirés. Vous découvrirez également un reportage consacré au Grenelle de l'éducation et à un certain nombre de mesures qui vont être mises en place désormais, notamment pour les enseignants. Alors Philippe Dubléco, la première des choses que je voudrais vous demander, c'est une question générale sur l'année qu'on vient de passer. Évidemment, vous avez dû en tirer tout un tas d'enseignements parce que les étudiants ont été au cœur de cette crise. Certains ont perdu leur emploi, d'autres ont souffert de l'isolement, de l'éloignement des amphithéâtres. J'imagine que ça vous a beaucoup fait réfléchir et évoluer aussi sur la façon d'aborder la mise en place de l'enseignement supérieur. Ça nous a beaucoup occupé pendant cette année. Plus que réfléchir, oui, vous avez agi aussi. Voilà, forcément. écoutez, peut-être 3 axes. Le premier axe, la lutte contre la précarité étudiante doit se transformer demain en politique de qualité de vie étudiante, mais je crois qu'on pourra en parler. Oui. La deuxième chose, la question des modalités pédagogiques. L'hybridation des formations est un terme que l'on connaissait assez peu avant cette crise et qui est devenu quasiment un terme du langage courant. Les modalités pédagogiques ne seront pas les mêmes demain et cette crise aura montré qu'il fallait s'adapter. Et puis peut-être un troisième enseignement qui est très prégnant ici en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est la nécessité d'avoir une politique publique d'équilibre territorial. En même temps que la crise nous frappait, nous habilitions ici 11 campus connectés dans 11 villes universitaires d'équilibre et la nécessité d'avoir une coordination et un maillage territorial de l'enseignement supérieur. Ce qui veut dire que quand on parle de l'université d'Aix-Marseille, bon, là il y a 2 villes dans le nom, de Toulon et de Nice, on parle en fait d'une zone d'achalandise, si vous me passez l'expression. Ça veut dire que les communes à côté peuvent avoir des campus sur leur territoire connectés, ce qui peut représenter une solution aussi pour les jeunes de ces territoires-là. Pour moi, c'est irréversible. Les campus qui sont en train de se construire depuis plusieurs années à Cannes, à Menton, à Grasse, et ceux que nous allons construire demain à Puget-Théniers, à Apt, par exemple,
à Salon de Provence, à Arles. Pour moi, c'est un mouvement qui est irréversible. Alors on est, si je ne dis pas de bêtises, sur 70 000 étudiants à Aix-Marseille, on est un peu plus de 11 000 à Toulon et 40 000 sur l'université Nice-Côte d'Azur, ça fait du monde. Oui. Vous l'avez dit, vous avez constaté que cette fracture territoriale est prégnante en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Quel a été l'autre point noir durant la crise? Est-ce que c'est vraiment l'isolement des étudiants, le manque de contact aussi avec les professeurs? Est-ce que c'est ça aussi qui caractérise notre région? Non, c'est un mouvement national. C'est un mouvement national, c'est incontestable que sans doute la principale difficulté à laquelle ont été confrontés les étudiants, c'est deux choses. Une difficulté économique. La plupart des étudiants, un grand nombre d'étudiants, ont besoin d'un complément de salaire ou d'un salaire, d'un petit job, comme on dit, un job d'étudiant, pour pouvoir avoir une vie étudiant à peu près normale. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est effectivement l'isolement auquel ont été confrontés la plupart des étudiants, qui est quelque chose qui ne doit absolument plus se renouveler. Oui, et effectivement, ça a été un combat, y compris mené par les étudiants et les associations étudiantes. Vous étiez à Nice aujourd'hui pour l'inauguration d'un tiers-lieu, c'est-à-dire c'est un lieu qui va améliorer la vie étudiante? Mais c'est très symbolique, c'est repartir sur de bonnes bases. Au moment où, vous le savez, le 19 mai, les étudiants sont accueillis à 50% de leur temps d'études depuis le 19 mai, et on se prépare à une rentrée universitaire en septembre à 100% en présentiel. Il était important d'inaugurer ce qu'on appelait de notre temps, monsieur, un foyer, qu'on appelle désormais un tiers-lieu, qui est un lieu de socialisation, qui a été rénové grâce au plan de relance. 170 millions du plan de relance sont venus sur les universités, et les écoles et les CROUS de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc c'était important à ce moment-là d'avoir cet acte symbolique pour se projeter à nouveau dans une vie universitaire de qualité, une vie étudiante de qualité. Ça veut dire que dans les années à venir, on mettra peut-être encore plus l'accent sur cet aspect-là de la mission de l'enseignement supérieur. Évidemment, on déploiera des moyens dans les universités, mais dans l'accompagnement aussi des étudiants dans leur vie extra-universitaire. Moi, je le crois. C'était déjà le cas avant. Hein. La loi ORE, Orientation et réussite des étudiants, est une loi qui avait mis au centre de la table la question de la qualité de vie étudiante comme facteur de la réussite dans les études. Enfin, on ne le dit jamais assez, mais la réussite des étudiants, ça passe aussi par la vie étudiante, la qualité de vie étudiante, les conditions de logement, les conditions santé, les conditions d'accès à un équipement numérique, à des tiers-lieux, des bibliothèques, des espaces de coworking. Tout ça, ça fait partie de la réussite étudiante. C'était déjà le cas. Ça a été mis entre parenthèses. C'est un des éléments qu'il faut absolument relancer parce que c'est lié à la qualité de vie étudiante. Mais la plupart des universités s'étaient emparées de ce sujet à travers toute une série d'appels à projets du Commissariat général à l'investissement. Donc c'était important, hein, vous voyez, aujourd'hui, au moment où il y a on repart sur de bonnes bases, de mettre au centre de l'agenda la qualité de vie étudiante. On peut voir les choses de manière assez positive. La question de la précarité, qui a toujours été une question en France. Vous savez, avant la crise, on estimait qu'un étudiant sur 4 bénéficiait d'une aide quelconque. Un étudiant sur 4, ce qui est beaucoup. Cette question de la lutte contre la précarité, qui était certes une question importante, mais qui n'était pas au cœur de l'agenda, elle est désormais au cœur de l'agenda. Et ça, c'est peut-être un des enseignements de la crise. On sait aujourd'hui combien pourrait bénéficier. Est-ce que ça veut dire vous vous attendez à ce que ce ratio de 1 sur 4 augmente? Non, on sait aujourd'hui ce qu'il faut faire. Et comment on doit le faire? On a les moyens pour le faire, honnêtement. Les moyens sont là. Maintenant, on sait comment il faut faire. On sait que les décisions que nous allons prendre, elles doivent être très contextualisées. Vous voyez, à Arles, la question, c'est une maison de l'étudiant. À Avignon, la question, là, tout de suite, c'est construire un véritable service de santé universitaire pour l'étudiant. Ouais, c'est très personnalisé. C'est très personnalisé. À Marseille, on sait que l'enjeu, c'est d'avoir un maillage des épiceries solidaires, Agorae, sur les différents campus. Donc, cette crise, elle nous a permis de réunir l'ensemble des acteurs, tous ceux qui agissent, et ils sont nombreux. L'État, les collectivités territoriales, les associations étudiantes, les villes universitaires, mettre tous les acteurs autour de la table pour à chaque fois prendre des décisions qui sont très contextualisées, très liées au contexte. Ce que nous aura appris cette crise, c'est ça. C'est que les moyens, c'est important, ils sont là, mais ce n'est pas suffisant. La question de la coordination des acteurs est essentielle.
Alors les moyens, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, en a parlé, 700 millions d'euros qui vont être injectés ou réinjectés dans l'éducation nationale, 400 millions directement pour les professeurs et l'amélioration de leur qualité de travail et tout ça, évidemment, in fine, pour améliorer la qualité de l'enseignement. Le recteur de l'Académie de Nice, donc pour le Var et les Alpes-Maritimes, faisait un point sur la feuille de route aujourd'hui, évidemment, pour les 2 départements qui le concernent. L'Académie de Nice a présenté sa feuille de route ce jeudi. Elle concerne les 32 000 personnels de l'éducation du Var et des Alpes-Maritimes. Proposer des dispositifs nouveaux permettant d'avoir un accompagnement davantage personnalisé, beaucoup plus qualitatif, proposé pour tous nos personnels. Donc ça suppose une révolution au niveau de l'organisation et au niveau de l'offre d'action à l'échelle de l'Académie. Dans le cadre de la feuille de route, un programme d'action à conduire sur plusieurs années, parce que les choses vont se mettre en place progressivement. Certaines vont être mises en place immédiatement, d'autres à la rentrée prochaine et d'autres sur un temps un petit peu plus long. Mais encore une fois, avec à l'esprit l'idée de promouvoir l'esprit d'équipe. 4 axes d'évolution avec des mesures comme la coopération, la reconnaissance, l'ouverture et la protection. Une innovation également, le contact direct avec des avocats en cas de besoin. Avoir des avocats qui sont des partenaires, qui connaissent notre système, qui connaissent les besoins, mais aussi les dispositifs d'accompagnement de l'éducation nationale, qui ont développé une forme d'expertise parce qu'ils ont déjà eu à traiter des affaires. L'objectif de ce Grenelle est de mettre en place des mesures concrètes pour les enseignants, une gestion moins administrative et plus qualitative selon le ministère et l'Académie de Nice. Voilà, là aussi, illustration des enseignements de la crise de la Covid-19, plus de concret. Ça a fait émerger aussi évidemment des problématiques chez les professeurs. On est en pleine période Parcoursup. Je crois que les premiers résultats, enfin les premières réponses sont désormais disponibles. Quel bilan vous faites? On sait que ce dispositif, il inquiète, il fait encore parler. Donc est-ce que tout le monde aura une réponse dans les temps? Et on peut peut-être rappeler aussi le processus, parce qu'on n'en a pas forcément une là dans la première salve de réponses. Il inquiète, mais tout le monde s'accorde à penser que c'est un système qui est plus efficace pour les élèves que le système précédent. Bon, voilà, Parcoursup se met en place progressivement. Et d'ailleurs, son succès, c'est qu'il y a de plus en plus de formations qui sont offertes sur Parcoursup. C'est-à-dire que demain, l'étudiant, l'élève, futur étudiant, aura accès sur Parcoursup quasiment à toute l'offre de formation, quelle que soit son origine, universitaire, école d'art. Ce que vous voulez dire, c'est que pour les universités, les écoles publiques privées, il y a un effet d'appel aujourd'hui Parcoursup, c'est-à-dire que pour eux, c'est incontournable d'être sur la plateforme. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on comprend bien les tensions chaque année. Il faut que chacun comprenne qu'on est dans une croissance de la population étudiante depuis plusieurs années, et qui va continuer à croître au cours des prochaines années. Une idée, hein, chaque année, en France, actuellement, c'est une université de taille moyenne en plus en termes d'étudiants. L'année dernière, 24 000 étudiants, cette année, à peu près l'équivalent. Donc on a un mouvement structurel. Qu'est-ce qu'on peut dire aux élèves? En même temps qu'on constate cette augmentation du nombre d'étudiants, on a augmenté significativement les places. C'est-à-dire, on les a augmentées dans la même proportion. Pour autant, après, la question est de savoir, en fonction de l'offre et de la demande, il n'y aura pas peut-être autant de places dans la maîtrise d'histoire, et il faudra peut-être choisir d'autres formations. Mais ça, c'est inévitable. Mais en tout cas, d'un point de vue quantitatif, les places qui sont créées, et notamment par les universités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sont là pour faire face à la demande. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On peut dire qu'à ce mouvement structurel s'est rajouté un mouvement conjoncturel que vous connaissez, oui. C'est-à-dire une population du baccalauréat qui réussissent le baccalauréat dans des proportions plus importantes. Un peu inhabituelles, oui. Un peu inhabituelles. Liées à la crise sanitaire. Hein. Voilà. Donc c'est un point qui me paraît extrêmement important. Mais vraiment, ce qu'il faut dire, c'est qu'en même temps, l'augmentation des capacités est là pour faire face à cet afflux d'étudiants. On a un point de vigilance, c'est les réorientations. Dans la mesure où il y a beaucoup plus d'étudiants qui sont rentrés dans le système et où peut-être ils n'ont pas trouvé la formation qui était véritablement. Oui, ils veulent se réorienter, donc ils s'inscrivent sur Parcoursup. Ils veulent se réorienter. Et donc nous, on a un point de vigilance.
Voilà, on a un point de vigilance sur les orientations qui sont beaucoup plus importantes que les années précédentes. Alors il nous reste 3 minutes maximum pour un dossier important. Vous y avez déjà répondu dans un reportage sur notre antenne, ce sont les études de médecine, PASLAS. Il y a là aussi une discussion. Alors on va essayer de faire simple. En gros, les études sont réformées et il y a une année tampon où les doublants et les primants cohabitent dans un système qui va changer l'année prochaine. En gros, les primants se sentent lésés parce qu'ils n'auront pas la possibilité de redoubler et ils demandaient en fait que plus de places leur soit réservée vis-à-vis des doublants. Alors c'est un sujet assez complexe sur le papier. Vous avez débloqué des places supplémentaires, mais les primants disent que ce n'est toujours pas pour eux. Est-ce qu'aujourd'hui, forme de fin de débat sur ce sujet-là? 3 minutes, mais 3 mots. On est passé d'un système qui ne faisait que sélectionner, la PACES, avec très très peu d'élus et un gâchis humain incroyable, à un système où non seulement on sélectionne, mais surtout on forme. En même temps que l'étudiant est inscrit en PASS et en LAS, il va passer son concours, mais il est formé. Et il est formé à poursuivre des études s'il le souhaite. Si on continue à raisonner comme l'ancienne PACES, on peut avoir effectivement une vision biaisée. Alors c'est vrai que cette génération qui est la génération de mise en œuvre de la réforme. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a jamais créé autant de capacité d'accueil en seconde année des études médicales en France que cette année. L'augmentation a été de 14% au niveau national. Elle a été de 19% à Nice, elle a été de plus de 10% à Marseille. Alors j'entends que c'est jamais suffisant. J'entends qu'au regard du fait qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui se dirigent vers les études médicales, le taux de pression ne cesse d'augmenter. Mais il faut savoir aussi que ces places, elles sont créées au regard des besoins, au regard de ce qu'il est possible d'accueillir en stage dans les CHU, au regard des besoins tels qu'ils émanent de la direction générale de l'ARS locale. Et donc vous voyez, quand on met bout à bout tous ces critères, vraiment, je crois qu'on a fait au mieux. Ouais, voilà, pour vous, c'est la solution la plus juste au vu de ce qu'imposait la réforme. Merci à vous, Philippe Gulbecco, d'avoir accepté cette invitation, recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation dans la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur. On se retrouve pour la deuxième partie du Grand Direct, juste après le jingle. Et dans les titres, vous allez découvrir ces projets éco-responsables au collège. Tiens, dans les collèges de hier, un jury qui a sélectionné un certain nombre de projets portés évidemment par les élèves, les collégiens qui sont très inventifs, des projets éco-responsables, forcément. Nous nous intéresserons ensuite, je pense que j'ai rencontre avec le pilote Théo Pourchère, j'avais un trou de mémoire. Il a remporté le Grand Prix de Formule 2 à Monaco le week-end dernier et il est originaire de Grasse. Il rencontrait des jeunes pilotes de kart devant la caméra d'Alexis Ricard. Et puis, cap sur le Nice Jazz Festival, vous le voyez, du 12 au 17 juillet prochain. La programmation est connue. Il y aura notamment Thomas Dutronc, mais on ne va pas tout dévoiler maintenant. Il y aura aussi quelques pointures du jazz pour un événement qu'on attend tous parce que l'an passé, ce Nice Jazz Festival avait été annulé. Mais d'abord, pour débuter donc cette deuxième partie de Grand Direct, nous prenons la direction du collège de hier, où un jury s'est réuni pour trancher entre des équipes de collégiens qui ont concocté des projets éco-responsables. Et vous allez le voir, comme souvent, c'est un nid à bonnes idées. Thomas Bernabé. Comment limiter l'impact économique et environnemental des usages en eau et électricité d'un collège? C'est à cette question que les élèves des classes de 4e de l'établissement Jules Ferry à hier ont tenté de répondre. Changement des éclairages par des néons, mise en place de robinets automatiques, installation de récupérateurs d'eau de pluie pour le potager sont quelques-unes des solutions proposées par ces éco-ambassadeurs. Un exercice qui les implique à la fois sur les questions environnementales, mais qui les entraîne aussi à passer à l'oral. Pour eux, c'est un plus, c'est un excellent entraînement pour les épreuves orales qui les attendent, notamment celles pour eux l'an prochain, puisqu'ils sont en 4e là, l'oral du brevet et le futur le grand oral du bac. Et puis de toute façon, n'importe quel entretien d'embauche ou contact avec... l'oral est finalement quelque chose qu'on doit travailler, on le fait, mais là c'était une occasion
particulière évidemment et qui met finalement bien la pression. J'imagine qu'à leur place, je n'aurais pas été aussi bon. Après plusieurs mois de travail et d'échanges avec des entreprises du territoire, ils ont finalement pu présenter leurs solutions aujourd'hui. Des solutions qui ont séduit les membres du jury venus évaluer leurs prestations. Des beaux projets, moi je suis très confiant dans cette jeunesse pour imaginer des nouvelles solutions pour faire face aux défis climatiques et aux défis qui concerne l'eau potable en particulier. Une très belle énergie, une énergie au service de la transition écologique. C'est enthousiasmant, c'est un bol d'oxygène et surtout une très belle promesse pour faire en sorte que la transition écologique devienne une réalité dans notre société et sur le Var et ailleurs. Donc très belle initiative de ce collège et fier pour Enedis d'être dans ce jury et d'accompagner ces formidables initiatives. À l'arrivée, 4 des 7 projets ont été retenus par les membres du jury et devraient être mis en place dès l'année prochaine au sein de l'établissement. Et dans la série des réouvertures qui approchent, l'une d'elles est très attendue, en tout cas du côté d'Arles, celle des arènes, avec le retour de la corrida, un sujet qui enflamme toujours les foules, bien sûr. C'est prévu pour le début du mois de juin. Et on voit tout cela avec Lucas Licata-Caruso. Fermé depuis plus de 6 mois, les arènes d'Arles pourront bientôt rouvrir leurs portes. Le 6 juin prochain, elles seront les premières cette année en France à accueillir une corrida. Et cerise sur le gâteau, le public sera de la partie. 2900 aficionados sont attendus dans les arènes. C'est le cœur battant de notre ville, les arènes, c'est le centre de la ville. On avait donc demandé une dérogation spéciale auprès du préfet pour pouvoir aller au-delà de la jauge de 1000 et être en quelque sorte territoire d'expérimentation. Et donc nous avons eu cette validation et hier nous avons pu faire cette annonce qui nous rend évidemment très heureux. Un retour du public dans cette enceinte historique qui fait le bonheur des habitants et commerçants du quartier. Moi je suis contente que la vie reprenne. Comme moi j'habite ici à l'année, je trouve ça bien qu'il y ait du monde à l'année et que la saison reprenne. Et c'était pas possible que ça dure ça. L'animation, le passage, les visites et bien sûr pour nous des affaires, du commerce. Qu'on attend bien sûr avec impatience après cette année de vaches maigres, pour pas dire de taureaux maigres. Vous y retournerez-vous à l'arène? Ah bah bien sûr, oui. Son de cloche différent pour ce restaurateur. Il regrette le manque d'animation autour des arènes en hors-saison. Ça représente 2 férias par an, donc 4 jours, 5 jours par an, plus il y a quelques courses camarguaises. Donc c'est quand même dommage d'avoir un monument comme ça sur un emplacement. On a aussi tout ce qui va avec, des loyers par rapport à l'emplacement et le monument. Et on n'a pas d'activité qui va avec, donc c'est vraiment dommage. Une problématique qui pourrait bien changer cette année. Les arènes d'Arles accueilleront en septembre les championnats du monde de beach volley, un événement qui pourra donc animer également l'arrière-saison. De l'arrière-saison, on en vient à la saison estivale dans le parc du Mercantour, c'est dans les Alpes-Maritimes. Conférence de presse organisée aujourd'hui pour présenter les temps forts de cette saison d'été qui sera la plus normale possible. Sébastien Serrano. Devant la presse, le département des Alpes-Maritimes et les représentants du parc national du Mercantour ont lancé officiellement la saison estivale 2021. Une saison forcément particulière au moment d'accueillir touristes et locaux. La tempête Alex du mois d'octobre dernier est encore dans toutes les têtes. Nous avons eu beaucoup de dégâts sur nos sentiers en cœur de parc et nous sommes déjà en train de faire des travaux pour restaurer les principaux itinéraires dès le mois de juillet. Donc on est à l'œuvre, on est au travail et on aura peut-être besoin d'un soutien financier pour les prochaines étapes et reconstruire tous ces sentiers dans l'horizon de 3 ans. Une campagne de mécénat d'entreprise et de financement participatif a été lancée pour restaurer les sentiers. Autre inquiétude autour de cette reprise, elle concerne les accès au parc national du Mercantour. Mais à force de travail et de solidarité, tout semble progressivement rentrer dans l'ordre. Un autre défi reste à relever à présent, trouver le bon équilibre entre l'envie de faire venir les touristes dans le parc et réguler l'affluence d'une population qui, depuis les déconfinements successifs, cherche une bouffée d'oxygène. Suite au déconfinement, il y a eu un appel de la nature et on a eu énormément de visiteurs en 2020. Qui sont venus sans forcément parfois savoir qu'ils étaient dans un parc national, donc dans une zone très sensible. Et donc oui, on a un vrai travail à faire auprès de ce public pour leur montrer que déjà que ce parc est absolument splendide et regorge de ressources naturelles exceptionnelles et sensibles, et aussi leur donner des bons codes pour qu'ils puissent avoir une expérience Mercantour digne de ce nom.
Tempête Alex, crise sanitaire, la saison d'été sera donc une saison hors du commun pour le parc national du Mercantour, devenu un véritable symbole de reconstruction. Il fallait absolument insister sur le rôle du parc comme moteur de la reprise de l'activité économique de ces vallées, source d'espoir et en même temps garant que l'espace du parc restera un bel espace protégé et qui mérite le voyage. La route est encore longue vers une reconstruction définitive, mais ce voyage en vaut la peine. Alors on va prendre un peu de vitesse sur la piste de karting de Grasse qui accueillait hier en fin d'après-midi son nouveau champion, son héros, Théo Pourchère, 17 ans, qui s'est imposé en Formule 2, l'antichambre de la Formule 1 le week-end dernier à Monaco. Théo Pourchère qui a rencontré de jeunes pilotes qui étaient ravis, bien évidemment, d'échanger avec lui. Et c'est évidemment notre spécialiste maison, Alexis Ricard, qui était sur place. Il a commencé à piloter ici, sur cette piste de kart près de Grasse. Théo Pourchère est aujourd'hui dans l'antichambre de la Formule 1, la Formule 2. Le week-end dernier, il a raflé la pole et la victoire à Monaco, de quoi prendre la 3e place du championnat à 17 ans. Il fallait s'habituer très vite, s'adapter au circuit très vite. Et voilà, le fait d'être le plus jeune poleman, le plus jeune vainqueur d'une course de Formule 2 et de l'avoir fait à Monaco, c'est top. Et en plus, voilà, Monaco, c'est un peu ma course à domicile, c'est le circuit le plus proche de Grasse. On a eu plusieurs pilotes. Théo Pourchère en fait partie. Il a commencé ici à l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, on est très très fiers de lui, car il est arrivé, il est en Formule 2. Il vient de gagner le Grand Prix de Monaco en Formule 2. Et il a accepté gentiment notre invitation de venir parler un peu de son expérience aux jeunes. Je pense que ça va leur faire plaisir. Le mercredi, les jeunes pilotes viennent s'entraîner et se tirer la bourre. Pour l'occasion, ils avaient beaucoup de questions à poser aux pilotes grassois. Combien de fois par semaine tu t'entraînais au karting? Alors, au tout début, je venais ici. Voilà, c'était 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, maximum le mercredi et le week-end. Le conseil déjà, c'est de prendre énormément de plaisir. Je leur ai dit, c'est hyper important. C'est un sport qui est exceptionnel. Voilà, pour moi, c'est le plus beau sport au monde. Et pas tout le monde peut faire ce sport déjà, donc il faut prendre énormément de plaisir, il faut en profiter et ensuite il faut travailler dur. En pleine ascension dans le sport automobile, Théo est un exemple à suivre pour ses apprentis pilotes. Oui, j'ai envie de faire comme lui. Il est vraiment impressionnant parce que moi, je le regardais toujours courir sur... En plus, là, c'était sur la piste de Monaco. Je l'ai vu. Il était en pole et en plus, il a fait la course. Il a fini premier. C'est waouh. Et en plus, il n'a même pas le permis de conduire. Prochaine étape pour Théo, le circuit de Bakou en Azerbaïdjan, le 6 juin prochain. Et oui, il n'a pas le permis, forcément, à 17 ans. C'est vrai que c'est assez impressionnant, cette précocité. En tout cas, on lui souhaite évidemment un superbe avenir en Formule 1. Avant de parler musique et programmation du Nice Jazz Festival, ce sera au mois de juillet prochain, dernier reportage. Une idée sortie, découverte de la Villa Turé sur la Côte d'Azur. C'est un jardin botanique aux 1000 senteurs. Reportage signé Stéphanie Mossman. Dans les champs, les friches, les chemins, la végétation a gagné en hauteur et en couleur. Les herbes ont grandi. Les arbres à baies et à fruits commencent à se charger de fruits. Et les insectes à butiner. Nul doute, le printemps est bel et bien là. On a des plantes qui sont pollinisées par le vent, comme les conifères et les chênes par exemple. On a des plantes qui sont pollinisées par les insectes. Et c'est pour ça qu'on ne va pas tondre au printemps aussi. Très important ça. Parce qu'on veut laisser les fleurs s'épanouir un maximum et faire des graines. Donc comme ça, les insectes en profitent du pollen. Les fleurs sont pollinisées, elles font des graines. Quand on tond, ça disperse les graines. Et ensuite, elles refleurissent, enfin les graines se dispersent et il y a des fleurs un peu partout après. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des anémones plein de jardins. Et pas n'importe lequel. Ici, niché en plein cœur du Cap d'Antibes, se cache le jardin botanique de la Villa Turé. Un jardin centenaire où se côtoient des espèces végétales exotiques du monde entier. Alors en face de nous, on a des yuccas qui sont des plantes originaires du continent américain, du sud de la Californie, au sud du Mexique, voire jusqu'au Guatemala. Et en dessous, au premier plan, on a en face de nous une des premières collections qui ont été mises en place au jardin, c'est la collection des cicadales. En fait. Alors, cicadales, c'est un groupe de plantes qu'on dit archaïques, qu'on peut retrouver des fossiles de ces plantes-là,
qui n'ont pas du tout changé en fait. Une saison foisonnante pour le jardin botanique, aujourd'hui géré par l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Un véritable laboratoire à ciel ouvert. Créé en 1857 par le botaniste Gustave Thuré, le jardin botanique du Cap est un site de recherche dédié à l'acclimatation de plantes exotiques. Et si les objectifs scientifiques ont varié suivant les époques, aujourd'hui, il s'agit toujours de constituer des collections de végétaux tolérant les conditions environnementales locales, en particulier le climat méditerranéen. Où sont menés des programmes d'expérimentation, comme la détection et la lutte de ravageurs exotiques envahissants, et des observations sur le développement des arbres par rapport au changement climatique. Donc plus en détail, c'est la pose de capteurs dendrologiques sur les espèces étudiées pour étudier leur cycle de croissance et de développement, et la pose de pièges qui attirent les ravageurs envahissants, comme par exemple le charançon du palmier. Dès le 19e siècle, les espèces introduites au jardin botanique ont enrichi le patrimoine des ressources biologiques locales et ont profondément marqué le paysage. Ces espèces sont aujourd'hui devenues emblématiques de la Côte d'Azur. Allez, dernière ligne droite de ce grand direct. Nous allons parler du Nice Jazz Festival, d'une exposition éphémère également dans les Bouches-du-Rhône, et c'est juste après ça. Juste après les titres, comme tous les soirs à 18h45, nous évoquions la fin du télétravail en début de grand direct. Elle est prévue le 9 juin prochain, du 100% télétravail. Les entreprises pourront évidemment s'accorder avec les salariés. Nous en avons rencontré, salariés qui ont pris leurs habitudes, des patrons qui ont hâte de retrouver eux leurs employés, et puis des organisations patronales qui ont tiré des enseignements et qui envisagent des modifications au sein des entreprises. Emmaüs à la porte de la déchetterie, ça se passe à Marseille. La métropole veut leur faire payer une taxe sur le dépôt des ordures. Elle s'élèverait à 40 à 50 000 euros. L'association caritative ne l'entend pas de cette oreille. Une réunion de conciliation est prévue le 8 juin prochain. Et puis, comment améliorer la vie étudiante? Voilà la question que nous avons abordée avec Philippe Dulbecco, qui est recteur délégué pour l'enseignement supérieur dans notre région. Il nous a parlé également de Parcoursup. Les premiers résultats sont disponibles. Petit mot aussi sur les études de santé. L'État a pris la meilleure décision possible dans le conflit qui oppose les étudiants de première année à ceux de deuxième année et les universités de médecine. Musique, donc, à présent, ça va nous faire du bien un peu de nous projeter vers le mois de juillet avec un très beau Nice Jazz Festival qui nous attend. C'est son directeur artistique qui est notre invité ce soir. Bonsoir Sébastien Vidal. Écoutez, je suis ravi de vous voir dans un très beau décor. Hein. Vous êtes à la radio, j'imagine, et on a hâte de vous retrouver sur la Côte d'Azur du 12 au 17 juillet prochain. Vous avez fait assez fort, j'avais la programmation sous les yeux, parce que j'imagine que vous avez pris la décision de maintenir le festival assez tard en raison de la crise sanitaire. Il avait été annulé l'année dernière, et quand je regarde les noms, ça fait plutôt très bonne figure. Azaf Avidan, Ayo, Thomas Dutronc, je le disais, des Rita Mitsuko, chantés évidemment par Catherine Ringer, Woodkid, et puis toujours une programmation 5 étoiles pour les amateurs de jazz, avec Brad Medlow par exemple, ou encore Kylie Eastwood, habitué du Nice Jazz Festival. J'ai été un peu long, mais comme ça on a planté le décor. C'est donc une très belle édition qui attend les spectateurs. Je vous remercie, je l'espère, je le pense. En tout cas, on a travaillé dans ce sens-là, un peu effectivement à la dernière minute, rapidement, mais vous le savez, les équipes de la ville sont super mobilisées sur cet événement qui est extrêmement important pour la ville, pour la municipalité, pour le maire qui tient à cœur, voilà, le maire a à cœur de faire vivre cet événement et de le faire résonner, et de maintenir cette place de festival historique, parce que le Nice Jazz Festival, c'est le premier festival au monde, créé en 1948. Repris en régie municipale il y a 7 ans, et puis ce qui est formidable, c'est la réponse des artistes. Je peux vous dire qu'ils ont très 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 envie de rencontrer le public, de venir à Nice.
Ils sont très impatients. Ça fait 12 mois que le spectacle et la musique et je parle toujours d'un cachalot sur la plage qui attend gentiment la vague avant de redémarrer. Ça fait 12 mois qu'on est comme ça, qu'on est parqué, qu'on attend, qu'on a envie, qu'on est prêt. Il y a un désir qui est immense. Et puis, je pense qu'il y a aussi... moi, j'ai toujours essayé de voir les côtés positifs dans les choses terribles. Cette pandémie, elle est absolument épouvantable. Et dans cette pandémie, il y a des choses positives qui sortent. La première, c'est que le fait que pas mal d'artistes internationaux ne soient pas en tournée cet été en Europe nous a obligés à être un peu créatifs et à avoir des envies et des idées et de créer des choses qui n'existaient pas. Et qui peut-être existeront après mais qui n'existaient pas avant. Par exemple, proposer à Roberto Fonseca d'écrire une symphonie autour J'allais y venir, ça c'est un super moment en prévision parce que Roberto Fonseca évidemment c'est un je ne sais même pas s'il faut encore le présenter, donc cette Cuban Symphony, ça promet une ambiance incroyable. Oui, et puis surtout, c'était l'occasion dans cette année où il fallait se réinventer, comme nous l'avait dit notre président, d'impliquer les artistes niçois et de faire vivre et de mettre en valeur l'incroyable diversité, l'incroyable richesse des artistes niçois et des artistes de la Côte d'Azur. Et en l'occurrence, cette création, elle se fait en complicité avec l'Orchestre Philharmonique de l'Opéra de Nice et avec la complicité du Nice Jazz Orchestra sous la direction de Pierre Bertrand. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'artistes comme ça à qui on a demandé de créer des répertoires ou de faire des choses spécialement pour cette édition. Ça nous a obligés aussi de mettre en avant beaucoup d'artistes français et ça c'est tant mieux. Je parle de l'Amazing Keystone Big Band par exemple, qui est un grand orchestre dirigé par David Enco, Fred Nardin et puis la jeune génération du jazz français, à qui on a demandé de faire une spéciale autour des musiques de films, puisqu'on sera le soir de la clôture du Festival de Cannes et on trouvait que c'était pas mal de faire résonner ça. Donc voilà, on s'est bien amusé, on a travaillé beaucoup et dans un temps très très court. Parce qu'effectivement, il y a encore 2 mois et demi, on ne savait pas très bien où on allait, comme tout le monde. Et je pense que c'est la preuve d'un grand festival et d'une grande municipalité de savoir rebondir vite, d'anticiper les choses et puis d'être prêt à proposer le meilleur au public le plus rapidement possible, quoi. Alors vous restez avec nous, c'est quand même la sortie du tunnel, quoi. Ouais, tout à fait. Et justement, on va en parler parce que on va évoquer la jauge, la configuration un peu particulière. Habituellement, il y a 2 scènes au Nice Jazz Festival. Là, forcément, on a dû revoir un peu la composition. On va parler passe sanitaire. Je voudrais qu'on parte avant cela dans les Bouches-du-Rhône pour découvrir cette exposition d'art éphémère. Ça fait du bien aussi de retrouver les expos culturels, les musées et les sites de culture tout court. Reportage de Yentel Criado. L'art contemporain prend place au parc de la Maison Blanche à Marseille. La 13e édition du Festival des Arts éphémères a été inaugurée ce matin à la mairie des 9e et 10e arrondissements en présence des artistes. Sur le thème de la représentation animale, Delphine, diplômée des Beaux-Arts de Marseille, a travaillé ces bouts de bois flottés aux formes animales, une expérience alchimique. Le bois va venir boire de l'huile de lin et en fait c'est un rituel de soin et de reconnexion à la terre et aussi ça protège le bois et du coup le liquide va s'épancher et le but c'est d'atteindre le cœur du bois. Et après on va voir l'huile s'exsuder, transpirer, réinjecter du vivant dans ce qui paraît inerte. Un travail sur la nature qui fait sens dans cet écrin de verdure. C'est également le cas de l'œuvre de Kin Soulal qui a installé ses miroirs sur l'eau. Ils permettent d'aligner sur un même plan plusieurs éléments naturels. Les nuages, le ciel, l'air et l'eau en fait. D'éléments du paysage qui quelque part on pense que ça peut jamais cohabiter ensemble et puis là on se retrouve en fait sur un plan où tout est aligné avec poésie, délicatesse. L'art pour tous, au plus près du public, pour le plus grand plaisir des promeneurs. C'est une façon de découvrir l'art de façon beaucoup plus libre que dans des musées où c'est pas toujours évident de les garder enfermés longtemps. Nous on est de Versailles et on adore ce mélange des genres, c'est-à-dire utiliser un endroit historique et y mêler l'art contemporain, on est passionné par ça. C'est une très bonne idée et ça devrait se faire même plus souvent. On concilie un peu de déplacement en extérieur et puis un peu de culture.
Je pense que l'art, pour qu'il soit le plus partagé possible, il faut qu'il soit le plus compris possible. Et c'est la raison pour laquelle je souhaitais une manifestation qui ne soit pas trop hermétique, pas trop éliciste. Je veux de l'art qui permette d'interpeller les consciences, parce que c'est le but de l'art, bien évidemment, mais en même temps, un art qui soit aussi ludique et qui permette aux plus grands comme aux plus petits de se l'approprier. Toutes ces œuvres nichées aux 4 coins du parc sont visibles jusqu'au 13 juin prochain. Voilà, de l'art contemporain et de la musique, évidemment. Je vous rappelle que notre invité, c'est Sébastien Vidal, le directeur artistique du Nice Jazz Festival, 12 au 17 juillet prochain, jardin Albert Ier. Il n'y aura donc que la grande scène cette année, qui est sur la place Masséna. Il y en a une autre habituellement au Théâtre de Verdure, et la jauge sera un peu réduite. Dites-nous tout. Alors oui, le théâtre de Verdure va rester dans sa configuration actuelle, c'est-à-dire je crois que c'est un centre de vaccination. On va construire un festival à l'endroit de la grande scène, c'est-à-dire sur la place Masséna, en tout cas une partie de la place Masséna, une partie des jardins Albert Ier, avec des tribunes, évidemment des chaises, avec une très belle scène comme d'habitude ouverte sur ce magnifique paysage qu'il y a derrière, et puis la jauge, au départ on était parti sur 900, 1000, et puis en distancié avec, vous savez, un siège entre chaque groupe, etc. Là, on peut monter jusqu'à 3000, 3200 places. Pour l'instant, c'est encore variable parce qu'on n'a pas les décrets d'application du 3e déconfinement qu'on va découvrir tous ensemble. C'est un mélange de paris, de complicité entre les équipes de la ville et évidemment les services de la préfecture pour savoir comment les choses vont se faire. Mais ça se passera très très bien, ce sera hyper confortable. On va écouter de la super musique. L'idée, c'était... on est parti au départ en se disant on va faire le plus beau jazz club du monde. On va créer un lieu magique avec de l'intimité, pour une fois un rapport à l'artiste dans la proximité et avec un son superlatif. Le son est toujours chouette, mais on va profiter du fait qu'on est dans cette configuration-là pour faire un festival de jazz avec des choses qui sont peut-être plus à écouter qu'à danser, et qui nous vont permettre une écoute attentive et différente, avec un moment magique sous les étoiles. C'est un peu comme ça au départ qu'on a imaginé la chose, et puis de se dire qu'il faut miser sur nos atouts sont nos faiblesses, nos faiblesses doivent devenir nos atouts, et les atouts, c'est que vous serez proche de Ayo, proche de Woodkid, proche de Branford Marsalis, proche de Brad Meldo, et que ça va être chouette. Alors, le pass sanitaire, on va devoir montrer patte blanche, a priori, normalement. Patte blanche, vous montrez votre passeport avant de prendre l'avion. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien de le rappeler aux téléspectateurs, parce que c'est soit le certificat de vaccination, soit le test PCR. Ouais, c'est pass sanitaire. C'est ça le maître mot qu'il faut comprendre. Dans le pass sanitaire, il y a des choses. Il y a le test antigénique, je crois, de moins de 48 heures, le PCR de moins de 72 heures, le parcours vaccinal complet. Mais le truc important, c'est le pass sanitaire. Il est papier ou digital, c'est-à-dire dans tous anti-Covid. C'est hyper simple. Vous arrivez au festival, vous montrez votre QR code, il est scanné. La douchette à l'entrée du festival, elle ne peut lire qu'une seule chose, c'est valide ou non valide. C'est tout. Et puis ensuite, vous montrez votre billet, puis vous rentrez dans le festival. C'est extrêmement simple. Bon, et puis vous pouvez l'agrafer, le pass sanitaire, le QR code à votre place, voilà, ou sur vous. Donc effectivement, rien de bien compliqué. Non, mais je voulais qu'on le précise parce que voilà, c'est quand même des choses qu'il va falloir intégrer pour pouvoir retourner au spectacle, surtout sur des jauges au-dessus de 1000. Voilà. Exactement, c'est le seul moyen qu'on a de revenir à des jauges au-dessus de 1000 personnes. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place très rapidement. Il y a un concert test qui est organisé par la PHP et le Prodis samedi soir avec Indochine à l'Accor Hotel Arena à Paris, qui va nous en apprendre beaucoup sur les flux, le contrôle d'accès, etc. qu'on fait, qui est extrêmement important. Et voilà, on va avoir le décret d'application du 9 juin sur la mise en place du pass sanitaire. Tout ça va se mettre en place très facilement, et ce sera très simple d'arriver au festival avec son petit QR code, bim bam boum, on rentre.
Et c'est la seule manière qu'on a pour sûr, non seulement de retrouver nos grands événements, mais d'arriver dans un grand événement en étant absolument sûr d'être en toute sécurité. C'est quand même extrêmement important après les 12 mois qu'on a passés enfermés à la maison, à souffrir, à être inquiets, à être angoissés pour certains malades qui ont vécu des trucs terribles. C'est quand même vachement bien de mettre en place des systèmes qui font qu'on est tranquille, quoi. Voilà. Alors on va rappeler les dates, 12 au 17 juillet 2021, la programmation est disponible sur le site. Quelques grands noms, on a évoqué Thomas Dutronc, Catherine Ringer, Woodkid, Ayo, Asaf Avidan, et moi je mets une petite option quand même sur Stefano Di Battista le mardi 13 juillet à 19h. Pourquoi ? Parce qu'il y a mon idole, André Ceccarelli à la batterie. Il est niçois et je conseille à tout le monde de venir admirer ce virtuose. Voilà, c'était le petit coup de cœur de la soirée. Avant de vous remercier, Sébastien Vidal, merci à vous. On se retrouve donc cet été, puisqu'on sera là évidemment à vos côtés pour suivre ce Nice. J'ai hâte de vous retrouver. Voilà, Nice Festival sur les antennes d'Azur TV qui auront changé de nom d'ici là. Merci Sébastien et à très bientôt. Merci Nicolas. Je remercie un autre Sébastien Lyotard, sans hésitation, à la réalisation, Théo Sarfati, Ilan Dehé, Fabrice Giusto, Philippe Codet et Stéphanie Mossman. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. On se retrouve demain sur les antennes d'Azur TV.